je sentis la vie revenir en moi. T'es sûr que c'est la vie que t'as senti venir en toi, là, Gandalf? Et salut, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va être un peu chiant, voire un peu de mauvaise foi. Bref, on va tatillonner une dernière fois sur le Seigneur des Anneaux. Et nous allons commencer tranquillement avec ces putains d'orientaux. Vous vous souvenez quand Sam, Frodon et Gollum arrivent aux abords de la Porte Noire, et que Sam, s'approchant trop près du bord du dénivelé depuis lequel il l'observe, tombe. Et il attire l'attention de 2 soldats orientaux. Frodon arrive pour le dégager, mais comme apparemment il se trouvait dans des graviers mouvants, Sam s'y est retrouvé enfoncé jusqu'à la poitrine. Et donc quand les soldats arrivent à leur hauteur, Frodon utilise sa cape d'invisibilité. S'ensuit une scène durant laquelle on se rend compte que les 2 soldats sont arrivés à 10 cm des visages de Sam et Frodon. Ce qui signifie que les orientaux sont aveugles, ou du moins qu'ils n'y voient pas en dessous de leur nez. Parce que s'ils ne les avaient pas vus quand ils étaient à 3 mètres d'eux, alors qu'ils étaient bien en évidence au milieu des gravats mouvants, et ben ça doit pas être très compliqué de les tuer, hein. Il suffit de se pencher, de s'agenouiller comme ça, et là tu les poignardes, et c'est bon, let's go. Pam. Mais bon, passons à ce putain de deuxième détail, cette putain de bouche. Vous vous rappelez dans la version longue, lorsque Aragorn conduit ses troupes à la Porte Noire pour faire une diversion qui permette à Frodon de traverser plus facilement le Mordor, et que Sauron envoie la bouche de Sauron, soit ce personnage avec une énorme bouche, pour parlementer. On est d'accord que lorsqu'il parle, ce sont les mots de Sauron qu'on entend. Donc ce personnage est la personnification de la bouche de Sauron. Et ben moi du coup, ça me fait me poser des questions. Y a-t-il dans les rangs de Sauron une personnification de chacune des parties de son corps? Par exemple, je sais pas, le nez de Sauron, les oreilles de Sauron, la main de Sauron, qui quand la couille de Sauron le démange, vient le gratter? Pardon. C'était juste pour faire cette blague, je suis désolé. Bref, passons au putain de troisième détail, ce putain d'intendant. Vous savez, Denethor, le père des frères Myr, qui, lorsqu'il croit son deuxième fils, Faramir, mort, veut l'incinérer en s'immolant par la même occasion. Il passe devant la salle du trône, descend toute une grande rampe, jusque la salle où se trouve le bûcher, soit à l'extrémité ouest de la cité, derrière la salle du trône. Il vide un bidon d'essence sur sa tronche et celle de son fils, et alors qu'il enflamme le bûcher, Gandalf arrive et lui pète la gueule, tandis que Pippin sauve Faramir. Il prend feu et part en courant jusqu'à la plateforme de suicide située en face de la salle du trône, soit à l'extrémité est de la cité. Ce qui signifie qu'il a parcouru toute la distance entre la salle du bûcher et la rampe de suicide en courant et en feu, ce qui doit bien représenter dans les 700-800 mètres. On est d'accord qu'il est quand même vachement résistant le mec. Et du coup quand il tombe là, il meurt pas. Il continue à vivre et à courir. Et du coup, moi je me demande pourquoi on ne continue pas à voir Feu Denethor courir au milieu du champ de bataille parmi tous les soldats. Mais bon, passons au dernier putain de détail, ce putain de Frodon, qui, ayant été dans les films fragilisé pour montrer le poids de l'anneau, est insupportable. Le mec pleure à la moindre occasion, dès qu'il trébuche, et il trébuche souvent. Le mec tombe systématiquement pour rien. Il se retrouve face à un Nazgûl, il tombe. Il marche dans de la neige, il tombe. Il marche dans des marécages dans lesquels on lui dit de ne pas regarder parce que sinon il tombe. Il regarde dedans et il tombe. Il se fait éclairer par le projo de la discothèque de Sauron, il tombe. C'est un putain de boulet. Il court dans les toiles d'araignée, le mec n'est agressif qu'envers son ami le plus loyal, qu'il trahit pour une petite saloperie qui ne vit que pour son putain d'anneau. Putain, mais même quand il est censé être mort, il est énervant, quoi. En plus, c'est un simulateur. Regardez, là, quand il se prend une lance sous le bras, qui est censé le perforer, mais qui ne le perfore pas parce qu'il a une cotte de maille en mithril. On est d'accord qu'il n'a rien, et que donc là, quand il tombe en faisant... et que tout le monde croit qu'il est mort, il fait semblant. Y a pas d'autre explication, il fait semblant. Et le pire, c'est qu'il recommence à la fin pour que Sam le porte sur son dos. Regardez là, il est là, ah, je peux plus bouger. Sam le porte, Gollum arrive, et là, oh, bah qui c'est qui est en train de courir, de galoper comme un petit lapin? Frodon! Non, franchement, ils nous disent constamment pendant le film que l'anneau est un fardeau incroyable, mais je suis désolé, hein, c'est Frodon le fardeau, hein. Et moi, je suis sûr que quand Sam le porte à la fin, en réalité, il était parti pour le balancer avec l'anneau dans le volcan, hein. Ou alors c'est peut-être moi qui aurais bien aimé. Et voilà, c'était l'instant tatillon, parce qu'il ne faut jamais renoncer à sa liberté d'être un peu chiant par moment.
Et comme le dit si bien l'orque anthropophage dans Les Deux Tours... Offre-t-il un bon divertissement? Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je fasse un film en particulier, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, et bien sûr à liker, commenter, partager la vidéo, pour que ce putain de YouTube la mette en avant. Bisous bisous. La chambre des Ents. Qu'est-ce que c'est? C'est une assemblée. Une assemblée de quoi? La chambre des Ents. À ton avis, ça va être une assemblée de quoi? Pas de génie comme toi en tout cas, ça c'est sûr. La violence.